ABK Matin, l'interview. Sa fiancée avec son premier ami. Voilà. Non, c'est pas ça. Moi, je suis aussi un chrétien. Il n'y a pas la loi du talion chez les chrétiens. C'est pas parce que le mari a trompé, on trompe aussi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est très malheureux. C'est très malheureux d'être. Et puis, mais bon, elle se disait peut-être c'est la dernière fois, je ne vais plus le tromper, puisque demain, je me donne tout à lui. Donc voilà, on a vu des gens prendre des femmes, leurs fiancés qui leur ramenaient un bébé avant le mariage. Donc je vous assure que ma fille, moi je peux te dire que ne t'avance jamais à dire, et toi derrière Achille non plus, ouais si c'était moi j'aurais fait, ouais vraiment, moi là je sais, moi là j'ai tué le lion avec les mains. Non, personne n'a tué le lion avec les mains. Il faut avoir la sagesse de dire, je sais pas. J'attends mon tour. Non, voilà. Non. Et dire, j'espère que mon tour ne viendra pas. Ah, d'accord. Gaston Kelman est avec nous. Avec lui, on va parler. On va refaire l'actualité, les dernières actualités qui concernent la diaspora camerounaise, les prises de position de certains intellectuels camerounais. Il s'est fendu dans plusieurs tribunes. Lui aussi, il a pris position par rapport à cela. On va en parler dans un très court instant. 7h10. 7h10, ABK Matin avec Achille Asako, Karine Zemé et Blakoya. Bonne matinée sur ta radio. ABK Radio, le meilleur des hits, le meilleur des hits d'aujourd'hui. Toute la journée, 100% hit, 100% tube. Je suis le grand baraque, goûtez ça, goûtez ça. J'ai déjà goûté ça, goûtez ça. J'ai déjà goûté ça. Monsieur, je connais, on dit je à l'imparfait, tu à l'imparfait, il à l'imparfait, ou elle à l'imparfait, nous à l'imparfait, vous à l'imparfait, il ou elle, mais les deux avec un S à l'imparfait. ABK Radio. Big. ABK Matin, l'interview. Nous avons le plaisir d'avoir en présentiel dans ce studio de ABK Radio ce vendredi matin Gaston Kelman, l'écrivain, le Camerounais. Moi, je préfère dire que le Camerounais parce que c'est une fierté de le dire, sachant tout le background que le monsieur peut avoir. Donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir dans ce studio et ce matin, on va faire le tour de l'actualité. Voilà. Bonjour Gaston. Bonjour Achille, ça va? Oui, ça va. Si je peux me permettre, c'est pas moi qui pose la question. C'est moi qui devrais poser la question à Gaston Kelman. Est-ce que ça va? Je vous assure, les enfants, que quand je suis au Cameroun, je n'ai pas de choix. C'est-à-dire, je veux dire que j'ai le bonheur que ça va toujours. Oui. Évidemment, ça va comme au Cameroun, ça va avec ses hauts et ses bas, mais je pense que les hauts sont 1000 fois plus que les bas. La joie de vous rencontrer, la joie de voir les lieux de mon enfance, la joie de rencontrer mes amis, la joie de rencontrer toute une foule de personnes. Voilà, d'assister à des événements heureux et malheureux. Donc, c'est la vie. Ça, c'est la vie de mes 25 premières années. Ça m'a beaucoup marqué, quoi, voilà. Et on revient au Cameroun, on est heureux, comme au premier jour à chaque fois, retrouver les odeurs, les émotions. Exact, attendez, c'est comme si tu étais dans ma tête. C'est vraiment les odeurs, on ne se rend pas compte. Les odeurs qu'on ne retrouve pas. Elles sont restées là, dans l'inconscient, elles sont là. Vous ne voulez pas, enfin, je veux dire, quand je suis en France, elles ne sont pas là. Mais dès que je viens, chacune reprend sa place. Les cris, le coq qui chante le matin, les crapauds quand vous passez au bord de la route, toute cette effervescence-là, elle vous revient. Vraiment, elle vous revient. Alors, c'est pour fuir le coronavirus que Gaston Kelman est au Cameroun. Pardon? Est-ce que c'est pour fuir le coronavirus, le confinement? Non, absolument pas.
Absolument pas. Je ne suis pas égoïste au point de dire après moi le chaos. Non, je viens tout simplement parce que c'est devenu pour moi presque un rituel d'être là souvent, pour 1000 raisons, pour travailler, pour rencontrer les gens, pour tout ça. Non, c'est pas pour fuir le coronavirus, absolument pas. Gaston est en train de se réinstaller au Cameroun petit à petit. Non. Ou alors il n'est jamais véritablement parti. Non, je suis parti. C'est-à-dire que les premières années, j'étais vraiment parti. La tête était totalement là-bas. J'ai passé 6 ans sans venir au Cameroun, sans que cela me gêne particulièrement. Mais aujourd'hui, si je passe 3 mois, je le ressens. Donc ce n'est pas un retour. Non, j'aurai toujours, en attendant que le gouvernement nous les accorde, j'aurai toujours mes 2 nationalités et je ferai du va-et-vient entre les deux. Je ne pense pas m'installer définitivement au Cameroun. Ah, pas du tout. Il n'y a pas d'espoir. Non, ce n'est pas une question d'espoir. Ce n'est pas une question de désespérance ou d'espérance. Non, c'est tout simplement que j'ai 2 univers et puis je les gère tous les 2. D'accord. Voilà. Entre les 2 univers, l'univers, on va dire occidental, français, que vous assumez aussi, l'univers camerounais que vous revendiquez. Absolument. Et cette antinomie, parfois, que certains ne comprennent pas, je suis noir et je n'aime pas le manioc. À chaque fois, ça revient. Franchement, si 20 ans après, ils n'ont pas compris, c'est quand même que, soit ils sont aussi, quand je vais dire encore qu'ils sont cons ou imbéciles, on va me dire que j'insulte, mais ce n'est pas une insulte, c'est un constat. C'est après tout ce que j'ai donné comme explication, après l'évolution même sociale, je veux dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait imaginer qu'un enfant qui est né en Russie était un gars de Guélémendouka plutôt qu'un gars de Vladivostok? Il est russe. Il est russe jusqu'à dans ses ports. Je me souviens de notre maître à tous, Frantz Fanon, qui disait « Je suis français. Mon histoire est française. Ma culture est française. » Bien qu'il soit algérien. Il était algérien. Non, il était français. Mais justement, il était français jusqu'à la racine des cheveux, jusque dans la philosophie, jusque dans l'humanisme, un vrai. C'est pas comme les autres, effectivement, qui se dévoient. Si bien que le garçon est parti lutter pour la France à 17 ans, enfin après 18 ans, le jour de son 18e anniversaire, il est parti, il a fui pour aller en Allemagne se battre. Mais alors, attendez, quand on s'est battu pour libérer la France, et qu'en Algérie, la France, elle se bat pour asservir les autres, si on est un humaniste, le choix est fait. Voilà. Donc c'est comme ça que Fanon est devenu algérien, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que 20 ans plus tôt, lui, il était même pas 20 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, et j'ai dit, il a voulu fuir avant 18 ans. On l'a arrêté, il était mineur. À 18 ans, il est passé par les Antilles anglaises, parce que les Antilles françaises étaient pétainistes, et il est parti se battre pour la France. Et quand il va en Algérie, la France se bat pour asservir l'Algérie. L'indigénat, vous n'êtes pas des êtres humains. Attendez, c'était pas gérable, quoi. Voilà. Et donc, dans l'esprit des Camerounais aujourd'hui, on regarde ces intellectuels qui portent le vert ou jaune très haut. On les regarde parfois avec méfiance. Il y a la dernière sortie, par exemple, du professeur Achille Mbembe, qui a fait des gorges chaudes du moment où il a accepté d'aller travailler avec le président Macron pour, dit-il, mettre dans un canevas les relations entre la France et l'Afrique pour préparer le sommet Afrique-France. Les uns et les autres ont eu du mal à comprendre. Est-ce que vous, qui êtes parti du Cameroun, vous êtes installé en France, vous revendiquez cette part de vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes différent de Achille Mbembe? Totalement, je pense. Moi-même, je me suis fendu une tribune sur Achille Mbembe. Et je veux dire que déjà, moi, quand on dit... Attendons, il y a l'intellectuel et le politique. C'est 2 approches très, très différentes. Le politique a le nez sur le guidon. Il doit gérer le quotidien. L'intellectuel doit avoir des perspectives. Qu'est-ce que j'aimerais que mon pays devienne? Est-ce que M. Mbembe pense qu'en allant avec Macron, vraiment va faire bouger d'un iota la politique française? Je ne sais pas. Peut-être qu'il le pense, mais bon, certains peuvent dire... Est-ce qu'il faut refuser la main tendue dans une situation comme celle-là? Non, Achille, c'est quoi la main tendue? La France n'a pas besoin de leçons. Et sachez que dans une logique de prédateurs et de proies, il faut aider la proie à se libérer. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. C'est un slogan qu'on connaît depuis les révolutions. Pour normaliser les relations entre la France et l'Afrique, il faut commencer par l'Afrique et non... Il faut que l'Afrique change. La France, je vous dis, un enfant qui a 5 ans aujourd'hui en France, vous lui demandez qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique, il dit je vais aider l'Afrique. Les gentils disent je vais aider l'Afrique. Les prédateurs disent faut que si l'Afrique n'existait pas, la France serait la 20e puissance au monde.
Mais voilà, c'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas civiliser cet espace. J'ai dit dans ma tribune que si le lion ne deviendra pas végétarien pour sauver la gazelle, c'est la gazelle qui doit se débarrasser de l'emprise du lion. Donc, déjà, je voulais dire que déjà poser France et Afrique pour un Africain. Moi, l'Africain, je m'en vais voir la petite France pour qu'elle discute sur la grande Afrique. Je dis que conceptuellement, ça me sort de partout. On a changé le concept, on a dit sommet Afrique-France, finalement. Non, on peut même dire Afrique, 54 Afrique et France. Mais je veux dire que mettre un continent en face d'un pays, imaginons un sommet Italie-Asie. Oui. Ça vous imaginez pas. Ça? Oui. Imaginez un sommet Canada-Asie. On n'imagine même pas un sommet Canada-Afrique, vraiment, je ne pense pas. C'est la France qui s'enferme dans cette espèce d'impossibilité à sortir de cet impérialisme intellectuel. Donc, allez voir Macron, et surtout, ce qui est vraiment très préjudiciable aussi, c'est les raisons qui amènent Achille Mbembe à rencontrer Macron. Déjà, je trouve que remplacer la France-Afrique politique par la France-Afrique intellectuelle, je ne vois pas en quoi la France-Afrique intellectuelle est plus vertueuse que la France-Afrique politique. Nous avons tous vitupéré et vilipendé le fait que les chefs d'État s'en vont discuter pour... Et maintenant, c'est les intellectuels qui vont discuter. J'aimerais savoir ce qui va changer, premièrement. Deuxièmement, quand M. Mbembe nous dit que d'abord Macron a avancé parce qu'il a accepté de débattre sur les objets d'art, je me dis, non de Dieu, quand même, vous avez volé, rendez, c'est tout. On va se battre, on va rendre un objet d'art tous les siècles. Mais c'était même déjà prévu sous l'ancien président. C'était un processus inéluctable. Ça avait déjà démarré. Vraiment, Macron n'a rien de merci beaucoup. On nous dit que le franc CFA Macron a démarré. Voilà. Mais attendez, Macron n'a pas démarré, c'est comme l'arnaque de la Baule. C'est parce que la jeunesse africaine est dans tous ses états, vent debout. Macron se dit comment se dépêtrer de ça. Il appelle son valet en chef qui s'appelle Ouattara. Il dit à Ouattara, gars, essaie de me faire... Il faut créer l'écho. On crée l'écho. D'abord, même le nom déjà de l'écho. Si on avait dit au moins Cori, vraiment, ça nous prend pour des imbéciles abrutis Toto, pour Théo aussi même, pour penser qu'en passant du CFA à l'écho, on a avancé. On a avancé, je ne pense pas. Et trouver que c'est une avancée, je trouve que c'est un peu réducteur. Et deuxièmement, ce qui m'a peut-être le plus attristé, c'est qu'Achille Mbembe dit que nous devons aller discuter avec la France sur les valeurs. Nous devons aller discuter dans le point. Il dit nous devons aller discuter sur les valeurs. Parce que la France ne doit pas commercialiser avec l'Afrique comme il a donné 3 États, comme la Chine, comme la Turquie ou comme la Russie. Qu'est-ce qu'il reproche à ces pays? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces pays? Ils n'ont pas de valeur. 85% des Chinois sont contents de leur système politique. Oui. 85%. Vous savez combien d'Américains? Non. 31. Est-ce que c'est l'Amérique ou c'est la France qui va dire aux Chinois, voilà vos valeurs, aux Chinois, voilà vos valeurs, ou bien c'est les Chinois qui disent notre modèle politique est parfait? C'est aux Chinois. Et puis, la France, nous devons discuter parce que la France ne doit plus commercer, ne doit plus continuer. Et l'Afrique a besoin d'aller apprendre les valeurs à la France, chez la France, en France. Vraiment, ça, je ne comprends pas. Mais on revient, et quand quelqu'un a dit un jour que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, tout le monde lui est tombé dessus. C'est dire qu'on recommence la mission civilisatrice. On est bien d'accord. On recommence la mission civilisatrice. On s'en va chez les Français pour qu'ils nous disent... Enfin, attention, hein, vraiment, si toi tu es gentil, moi donner 3 bananes, et puis moi je veux que vous soyez démocratique. Hein. Soit dit en passant, il a aussi dit d'ailleurs que la France devait financer la démocratie et l'état de droit en Afrique. Oui. Vous savez combien de gens allaient à l'école en 1960? 2% en Afrique. Ah oui. Vous savez comment est-ce que le mode de gouvernance... Et c'était une formation au rabais. Non seulement au rabais, mais surtout pour fabriquer les aliénés, que nous sommes tous aujourd'hui. Oui. L'intellectuel africain est d'une aliénation attristante. Voilà. Donc voilà, c'est donc ce qui s'est passé. Et penser que la France a muté pour devenir aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. En 60 ans, c'est tout simplement pas possible. La mutation de la France ne peut venir que de l'évolution de l'Afrique. Et ça, c'est le regard que vous, en tant que Français, entre guillemets, vous qui fréquentez la société française au quotidien, connaissez les mentalités du Français. C'est absolument comme Français que je le parle. Je suis d'une filiation profonde avec Frantz Fanon.
Comme Frantz Fanon, j'ai écrit pour la France. J'ai travaillé pour la France dans ce ministère. J'ai écrit mon dernier livre, je dis la France n'est pas raciste. Oui. Vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent avoir le culot de dire que la France n'est pas raciste, mais que son élite est malade. Voilà, moi je l'ai dit, j'ai dit que la France n'est pas raciste, attention, le petit gars de Trifouilly n'est pas du tout raciste. Oui. Et évidemment, j'ai étayé 2000 illustrations. La France, c'est le pays du mariage mixte. Oui. C'est le breakpoint du racisme. Tu ne touches pas ma femme, tu peux me mettre président de la République, M. Obama, mais si tu épouses une blanche, je te tue. Voilà. Donc, et puis tu n'habites pas à côté de chez moi, il faut aller dans vos quartiers des Noirs là-bas. Voilà l'espace du racisme. Donc, j'ai essayé de démontrer comme ça. Mais aujourd'hui, je dis à la France, s'il te plaît, tu m'écoeures, tu nous fais honte. Arrêtez dans une espèce d'impérialisme obscon. Le monde entier se moque de nous. Et ce qui est vrai, c'est pas faux. Oui. Plein de pays au monde disent vraiment la France fait rire avec ses esclaves noirs. Le dernier exemple en date, le Tchad, avec Idriss Déby, l'installation au pouvoir de son fils. Voilà. Comment est-ce que cela a été vécu en France, pays de la démocratie et de la liberté? Comment est-ce que cela a été vécu? Mais évidemment, toujours de la même manière, les gens ont contesté, les gens ont été surpris. D'abord, c'est vrai qu'on a été surpris, et puis après, les gens ont contesté. Mais ça, vous savez, c'est des petites, c'est des péripéties qui ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, je suis dans une vision plus globale de dire, travaillons pour que l'Afrique s'émancipe. Et ce n'est pas en allant faire des sommets. Dans la tribune, j'ai fait des propositions. Si l'éducation est faussée à la base, les satrapes, comme les appelle Achille Mbembe, il s'en va voir le chef des satrapes et puis il ne peut pas parler aux satrapes parce qu'ils sont très mauvais. Mais c'est ces satrapes qui sont passés de 2% de la scolarisation à presque 100% de la mauvaise scolarisation. Parce que l'intellectuel que nous sommes n'a pas mis le contenu, le bon contenu pour que nous soyons libérés de l'esclavage mental d'Achille Mbembe ou de Gaston Kelman ou de nous tous qui sommes là. Je me souviens un jour, un jeune me demande, Monsieur Kelman, vous parlez d'aliénation, vous n'êtes pas aliéné? Je lui dis, je suis aliéné, mon fils. Je suis aliéné. Mais la différence, c'est que moi, je le sais. Oui. Et vraiment, je ne sais pas si Achille Mbembe sait qu'il est aliéné. C'est peut-être ça le problème. Comme je disais au professeur, est-ce que vous savez que vous êtes aliéné? Et ils ont rigolé, mais moi, je ne rigolais pas. Et le problème, c'est est-ce qu'on sait qu'on est aliéné quand on n'arrête pas de dire la France doit aider l'Afrique à devenir démocratique? La France, le seul système qu'elle a été capable de montrer à l'Afrique, c'était le système du gouverneur. On n'élisait pas le gouverneur en Afrique. Et c'est la perpétuation du gouverneur à travers les coups d'État, à travers des petits coups, à travers les débits, à travers les Ouattara, enfin à travers la fin débit, à travers les Ouattara. Comment pouvez-vous imaginer? Et puis la France, c'est pas Macron. Oui. On a vu par exemple l'abolition de l'esclavage qui a été repris par Napoléon. La France, elle est profonde. La mutation, de toutes les façons, l'enfant de première année de psychologie vous dira que la mutation ne peut venir que de l'Afrique. Des nations africaines d'ailleurs, qui doivent se construire, avoir un système juridique, avoir un système politique, avoir un système éducatif qui leur corresponde. Et je dis toujours, si vous avez appris à la maternelle le corbeau et le renard, le coquille ne remplacera jamais le fromage dans votre tête. Moi, j'ai le fromage dans ma tête. Et chaque fois que je dis fromage, je dis, Gaston, enlève, mets le coquille. Chaque fois, alors vous voyez le travail que j'ai à faire. Ah oui, énorme. À se battre entre le fromage et le coquille. Parlons justement du coquille. Ah oui, vous êtes revenu au Cameroun d'une autre façon. Vous êtes revenu au Cameroun, mais même en vivant en France, vous gardez un œil et des oreilles attentives sur tout ce qui se passe au Cameroun. En tout cas, j'essaie. L'actualité ne vous échappe pas. Vous avez votre regard critique sur l'actualité politique. Notamment, on se souvient d'une interview que vous nous avez accordée où vous avez déclaré que Paul Biya doit partir. Mais il y avait un mais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et cette interview avait fait jaser un certain nombre de personnes. J'aimerais qu'on parle de la politique camerounaise aujourd'hui. Il y a des forces qui ont émergé, qui sont en train de s'affronter, qui sont en train de se préparer pour 2025. Il y a ce qu'on appelle la transition générationnelle. Les uns et les autres sont en train, d'une certaine façon, de penser à une succession père-fils. Fils Paul Biya, fils Franck Biya, après Paul Biya. Est-ce que pour vous, ce serait quelque chose de normal, de naturel, que Franck Biya succède à Paul Biya? Vous savez, je dis souvent que l'Afrique
Et c'est ça, si l'Afrique trouvait son propre système, que ce serait bien, comme la Chine l'a fait, comme la Russie se bat pour le faire. L'homme le plus aimé en Russie, c'est Poutine, qu'on ne vous raconte pas des histoires. L'Afrique est aujourd'hui presque au niveau des pays européens quand ils étaient à la Renaissance. Oui. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore de nation. Même le Cameroun n'est pas une nation. Déjà, on n'a même pas encore changé le nom. Oui, justement, il y a certains agrégats d'anciennes nations, Bassa, Bamileke, Béti, cela. Deuxièmement, on n'a même pas encore compris que le nom Cameroun, ce n'est pas notre nom. Oui. C'est le nom de la servitude, il faut l'enlever. Et puis ensuite, on n'a pas encore compris qu'il n'y a pas de nation sans langue sur la terre, à part en Afrique. Toutes les nations sur la terre ont une langue. Les fondements de la nation, c'est d'abord la terre et la langue. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, nous sommes... Et ce n'est pas... Vraiment, Achille, il faut commencer à me comprendre. Je ne suis jamais le type qui dit Yaka, ceci, voilà. J'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, justement, qu'on assiste à cette tendance quasi naturelle à la dérive démonarchique? Tout simplement parce que c'est encore le système qui est dans nos têtes. Oui. Le fils remplace le père. Nous ne sommes pas près à utiliser la République comme système politique. Oui, mais la République, il y a des monarchies en République. Je veux dire, il y a la monarchie tous les pays européens sont presque monarchiques, entre guillemets, mais des monarchies constitutionnelles. Mais je veux dire que dans nos têtes, nous avons encore le chef Bamileke, le chef du Nord, le Lamido, et ceci, cela. Donc, quand je voyais les pays africains aller tous signer parce qu'on leur a demandé 2 mandats. J'ai dit, mais les pauvres, aucun n'est capable de s'arrêter à 2 mandats. Aucun! Et nous sommes encore dans cette période-là où nous avons des relents monarchiques dans notre vision du monde. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Il faut assumer cette part de nous. Tout ce qu'on fait, il faut l'assumer. C'est ça exactement. Je ne suis pas d'accord, justement. Mais pour moi, je ne me pose pas comme le type qui décide s'il est d'accord ou n'est pas d'accord. Je me dis toujours pourquoi. Comme dans mon article dans le Jeune Afrique, je disais, qu'est-ce qui pousse un intellectuel africain à penser qu'il a besoin d'aller rencontrer les Français? J'ai dit, c'est l'aliénation postcoloniale. Qu'est-ce qui pousse donc les Africains aujourd'hui, et Yadema, Bongo, et Idriss Déby et tout le monde? On ne peut pas évacuer un phénomène aussi important en disant ce n'est pas bien. Oui. C'est bien. J'essaie d'expliquer, de proposer une explication en disant parce que dans notre inconscient, nous sommes encore dans une logique de la Renaissance et qu'il faut des hommes forts parce que ça a toujours été comme ça. Je vais donner un exemple à quel point nous sommes brutalisés dans nos mentalités par cette espèce de modernisme qui est tombé sur nous en moins de 50 ans. Et l'exemple va certainement vous amuser. Vous savez, déjà j'ai toujours dit, tous les enfants vont à l'école, mais ça reste l'école du blanc. Oui. Tout le monde a un livre, il y en a un là, mais on dit le livre du blanc. Parce que nous ne sommes pas encore appropriés ces outils que nous avons l'impression d'emprunter. Et ce qui m'a frappé, c'est par exemple les WC. Si vous entrez, nous avons encore la latrine dans la tête, mais nous mettons le bidet des blancs. Et la latrine peut ou peu n'a pas besoin de couvercle. Oui. Alors, si bien que quand la lunette du WC, visitez à partir d'aujourd'hui, Achille, faites attention dans les maisons. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait la lunette dans les WC de vos bureaux. Là. Quand vous allez dans les hôtels, même parfois, il n'y a pas de lunette. Oui. Donc, voilà quelque chose. Nous avons la latrine dans la tête, mais comme le modernisme exige aujourd'hui le bidet, je veux dire la cuvette, l'assise, là, le trône, eh bien, nous avons le trône. Mais les accessoires du trône, franchement, on n'en a rien à foutre. Oui. Je vous assure qu'il y a même des gens, on m'a dit, mais si, parce qu'effectivement, au salon, on fait pipi dessus, on salit. Il y a des gens qui montent à pied, ils s'assiedent, ils se mettent ce n'est pas le cas à ABK Radio. On revendique les toilettes les plus propres de l'univers médiatique. Qu'est-ce que je suis content. Voilà. Et je suis content d'avoir pris l'exemple là où je ne vais pas, vous n'allez pas avoir honte. Voilà. Donc, vous-même, vous êtes rendu compte de cet élément. Oui, effectivement. Et donc, voilà donc. Il faut travailler à cela. Et ça s'apprend à l'école. Les dictats, les décrets, les ordonnances, ça ne résoudra rien. Comme les rencontres, monsieur Mbembe, monsieur Macron, ça ne résoudra rien. Il faut commencer à enseigner aux gens, il faut former les gens. Je ne suis pas pour ou contre, je n'ai pas à être pour ou contre. Ceux qui le font doivent se battre, les hommes politiques et tout. Mais quand vous voyez notre position, vous dites vraiment que the beautiful ones are not yet born. Alors c'est à cela que je dis, moi je suis dans l'éducation et je suis très optimiste. Parce que ça passe par vagues. Nous avons commencé par la post-colonie, après les indépendances. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de classe moyenne. Tout le monde veut avoir les moyens aujourd'hui au Cameroun. Oui, oui. Et la logique classe moyenne, elle est très égoïste. C'est pour cela que les gens volent. J'entendais raconter les possessions de, je ne sais pas, c'est au Langena qui s'appelle, il y a un ministre là, qui est un ancien qui est en prison aujourd'hui. Oui. Mais c'était tout simplement époustouflant.
Je crois qu'il avait 50 voitures au moins. Qu'est-ce qu'il fait avec 50 voitures? Mais tout simplement parce que c'est la folie dans sa tête. La peur de manquer, on appelle ça la peur de manquer. Oui. Et il ne va pas manquer 50 voitures. Même ses enfants au berceau ont des comptes qui feraient pâlir peut-être même Michael Jackson. Bon, j'exagère à peine. Mais bon, voilà, et c'est ça. Et donc, dans un cas comme celui-là, il faudrait peut-être qu'on s'interroge et qu'on se dise, on n'a jamais vu un ancien chef de village chez nous. On voit toujours notre chef, il est chef jusqu'à la fin. Peut-être dire le Cameroun va devenir un royaume. Travailler, je veux dire que, disons par exemple, si on n'avait pas réussi à détacher l'intellectuel de l'homme politique, que l'intellectuel on le flatte, l'homme politique on le menace et on sépare les deux. Si par exemple les intellectuels travaillaient pour leur pays vraiment, et qu'on allait dire à Biya ou qu'on allait dire à tel autre homme d'État africain, mais voilà, je comprends. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une logique renaissante, nous sommes dans une logique moyenâgeuse, médiévale, oui. Et qu'à cause de cela, je comprends que c'est pour cela. Mais si nous faisions ceci, cela, préparez un dauphin pour qu'il puisse vous remplacer, si c'est là votre fils spirituel, peut-être que ça permettra que, voilà. Mais si on s'en va les insulter à l'Élysée, franchement, ils vont se braquer eux aussi. Voilà. Parlant d'insultes, il y en a un qui fait l'actualité à l'heure actuelle, l'actualité ces jours. Il s'agit de Christian Penda-Ekoka. Christian Penda-Ekoka, ancien conseiller du président de la République, qui s'est livré en politique, a accompagné le président Maurice Kamto du MRC dans un attelage pour certains assez improbable. Des Guingois, oui. Et aujourd'hui, il est en train de faire les frais de cet attelage-là. Quelle est la lecture que vous faites? Quel est le regard que vous posez sur cette façon qu'il a eu d'abord de s'allier à Maurice Kamto et ensuite, aujourd'hui, de prendre ses distances? C'est du positionnement. Il y en a certains qui disent qu'il est en train de se positionner pour 2025. Ah ouais. Mais est-ce que c'était de bon aloi? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Oui. Voilà. Penda est un phénomène. Je vous assure, Penda est un gars psychanalytique. Le gars, il est à Yaoundé. Il s'en va, on ne l'a pas forcé. Il s'en va au gouvernement, Paul Biya. Il passe tout son temps à dire que tout est mauvais. Et il ne démissionne pas. Je suis peut-être bien placé pour le dire, dans la mesure où moi aussi je suis parti dans le gouvernement Sarkozy. J'ai dit, moi je suis parti. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce que je pensais faire. Penda reste, et c'est un peu le type qui, moi je. Penda dit, moi je vais tuer le lion avec les mains, vous allez voir ce que vous allez voir. Il n'a pas tué ce lion-là avec les mains. Bon, il s'en va attaquer un autre lion, Kamto. Il se rallie à Kamto à peine à une semaine de la présidentielle. Moi, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, même comment Kamto peut accepter un ralliement? Qu'est-ce qu'ils ont négocié à deux? Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Je ne sais pas. Un type de la carrière de Penda-Ekoka, il ne se rallie pas à une semaine. Soit c'est un rase-motte, soit alors il a imposé sa vision à Kamto et Kamto laisse tout tomber parce que vraiment, enlever Penda-Ekoka du cabinet présidentiel, pour lui c'est une grosse prise. Il accepte donc toutes les compromissions possibles. Ou alors c'est Penda qui accepte les compromissions. Vous comprenez donc que deux fortes têtes comme ça, dont au moins l'une a fait semblant, ou les deux d'accepter les compromissions, c'est le bon, la brute et le truand. Et l'un va, à la fin, il y aura l'harmonica et puis l'un va tirer sur l'autre. Et voilà, pour la Maninga, pour qu'ils comprennent un peu, on y arrive. Peut-être que c'est vraiment une espèce de cas sadomasochiste. C'est-à-dire que... Et une recherche de reconnaissance tout simplement sublimée. J'ai remarqué un tic qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me comprenez. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me comprenez. Je vous dis, c'est psychanalytique. Et j'ai pensé à lui, je me souviens de cette formule dont on disait une fois que ce type-là, il est Sisyphe engagé dans une descente orphique. C'est-à-dire qu'il monte, il descend. Vraiment, je vous assure que le cas de Penda. Et puis voilà, et on arrive là où on arrive. Déjà, sur cette antenne, je vous avais dit que quand un parti politique se met d'humanitaire, ça va mal se terminer. Oui. Parce que le parti politique doit éviter l'argent, de toucher à l'argent. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est Penda qui était le président de Survival, oui. ou bien si c'est Kamto qui continue à être président de Survival. Et puis il y a le truand qui est derrière, parce qu'il faut toujours le bon, la brute et le truand. Il y a le truand qui est derrière, dont on dit qu'il a volé de l'argent, mais le truand que Kamto semble soutenir en disant que non, il n'a pas volé l'argent, c'est un bug. Et Penda qui vient vous dire, Penda-Ekoka qui vient vous dire, franchement, vous croyez à un bug, vous croyez à un bug qui avale 200 millions de francs? Alors, vous comprenez?
Là, tout le monde sort les revolvers. Et quand Penda sera parti de là, il va partir où? Et quand Kamto comprendra qu'il faut qu'il fasse attention quand même à son entourage, c'est quand même un peu psychédélique chez lui aussi, que ça se finit toujours mal. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et maintenant, ça finit mal sur fond de corruption. Et je dis, voilà, Penda Ekoka, je le connais, hein, on va lui dire tout de suite, oh là là, ton frère t'a insulté. C'est un camarade d'internat, on a été au séminaire ensemble, bon, on se connaît. Et c'est pour cela que je dis, ce type-là qui a une valeur comme celle-là, comment est-ce qu'il est si sadomasochiste à vouloir se faire mal, en croyant faire mal, parce qu'être dans un gouvernement, il insulter toutes les 2 minutes, c'est croire lui faire mal. Mais c'est aussi vous faire mal à vous-même, à rester là, qu'est-ce que je fous là. Et puis après, boum, vous demandez chez Kamto, vous allez encore chercher des histoires là-bas, ça se finit mal. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Christian Penda Ekoka, ou dû faire? Démissionner du gouvernement, de la présidence comme il l'a fait? Dès le premier jour, non, dès le début. Oui. Dès le jour où il a compris que ça ne pouvait pas marcher, où il s'était. Oui. Et il essaye vraiment de tout changer de l'intérieur en disant au président, monsieur le président, vous voyez, vraiment, je suis à votre disposition. Si je suis venu, ce n'est pas pour vous combattre, ou bien ce n'est pas pour jouer les euros, mais vraiment, vous ne pensez pas que ceci, vous ne pensez pas que cela. Ou alors, si le président ne l'écoute pas, il s'en va. Et il crée son parti. Mais non, il s'en va rejoindre Kamto. Et au lieu d'être un second, je ne sais pas quelle idée il avait lui, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans sa tête. J'analyse ses comportements, c'est tout ce que je peux faire. Mais je ne peux pas dire, est-ce qu'il voulait récupérer? Il aurait dû se comporter en second. Évidemment, vous ne pouvez pas venir, ou bien se battre dans le parti et prendre le parti. Mais pas de cette manière-là. Elle attend les élections et puis pour qu'il puisse prendre le parti, mais peut-être mieux encore. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le détachement ou alors les distances qu'il semble prendre justement avec le président Kamto et le MRC ne préfigure pas de ce qu'il va assumer pleinement son rôle en 2025 et il est en train de se positionner comme étant... Il fallait qu'il aille d'abord créer le clash. Au gouvernement, il crée le clash. Avec Kamto, il crée le clash. Je vous assure, il y a un jour, on a demandé à Mitterrand si Delors pouvait être président. Il dit, mais non, Delors ne peut pas accepter d'être président parce qu'il va donner sa démission à qui? Parce que Delors, dès que vous clignez l'œil, je démissionne. Dès que vous bougez, je démissionne. Et s'il devient président de la République, il va démissionner. Si Penda devient président, il va insulter qui? Parce que lui, c'est lui qui sera là. Ça va, et donc, pour lui, c'est une espèce de fuite en avant, je veux dire, orphique, en permanence. C'est ce que je dis que c'est Sisyphe engagé dans une descente orphique. C'est sadomasochiste. À un moment donné, bon, je pense maintenant qu'il est au bout du rouleau. Ou bien alors il crée son parti. Il a un mouvement, le mouvement Agir. Oui, Agir. Bon, je ne sais pas s'il y a 2 personnes là-dedans. Agir. Voilà. Je ne sais pas si vous en connaissez les militants, moi je ne les connais pas beaucoup. Alors, parlant également, pour finir, de cette passe d'armes qui a opposé 2 figures, on va dire, une de la société civile, Alice Com, à un leader d'une force politique. J'en ai entendu parler. Voilà, Cabral Libye. Cette passe d'armes a dégénéré en conflit des générations parce que Cabral Libye avait relevé la sénescence qui accompagnait les propos de Maître Alice Com. Vous qui êtes presque ou du 3e âge, quelle est la lecture que vous avez fait de tout ce qui s'est dit? Je suis pas presque du 3e âge, voilà. J'ai été gentil. Je suis beau, d'accord, mais bon, j'assume. Alors, quelle est la lecture que vous en avez fait? Est-ce qu'on a, quand on est un homme politique, est-ce qu'on peut s'attaquer à la vieillesse d'un autre homme politique? Est-ce que le fait d'être vieux est un argument dans le débat politique? Oui, le fait d'être vieux peut être un argument dans le débat politique. Je pense qu'il y a des pays où il y a une limitation de possibilités d'accession à certains postes. Si on prend la retraite, l'homme politique devrait d'ailleurs comprendre franchement que lui aussi peut aller à la retraite, non? Oui. Puisque toute la société au monde prend des retraites, sauf ceux qui ont leurs propres affaires. La présidence n'est pas l'affaire de Paul Biya ou bien de Bongo ou bien je ne sais pas qui. À un moment donné, tout le monde doit aller à la retraite. Donc la sénescence, je pense qu'il y a eu effectivement un très gros malentendu entre sénescence et sénilité. La sénescence peut conduire à la sénilité, mais quand on a l'âge d'Alice, ma soeur, Alice Nkom, forcément, on est sénescent. Moi, je suis son petit frère, je suis sénescent. Pourquoi est-ce qu'elle ne le serait pas? Moi, Alice Nkom m'a beaucoup agacé dans cette affaire-là. Alice Nkom connaît ses sympathies politiques. Oui. Elles sont du côté de Kamto. Elle s'en va sur une antenne, elle dit qu'un homme politique de la carrure de Cabral est naïf. Mais on ne peut pas insulter plus bassement un homme politique. L'homme politique veut refaire le monde. Oui. Et puis l'ego est surdimensionné.
Là, il faut être fou pour faire la politique. Il faut vraiment croire que le bon Dieu est en train d'assurer l'intérim et que c'est vous qui êtes le vrai bon Dieu de la terre. Voilà donc un bon Dieu sur terre et vous allez lui dire qu'il est naïf sur une antenne. C'est vraiment l'émasculé. Oui. C'est l'émasculé. On peut le penser, mais on n'a pas le droit de le dire. Oui, bien sûr, on n'a jamais le droit d'insulter. C'est l'insulte la plus grave qu'on puisse adresser à un homme politique. Et se mettre à lui donner des leçons d'une condescendance à peine acceptable. Voilà, il va voir. Et même l'insulter encore en disant que de toutes les façons, il y en a beaucoup qui cherchent seulement à être honorable. J'ai suivi ça. Et vraiment, on n'a pas le droit d'insulter. Pourquoi elle entre dans la tête de Cabral pour croire que Cabral voulait seulement être député et que lui, là, maintenant, il y en a qui se satisfont et lui dire, moi, je connais parce que, si elle connaît, c'est parce qu'elle est âgée. Donc, à partir de là, elle est sénescente. Elle a vu les gens, va demander à Foundi, va demander à tel autre. Et qu'est-ce qui a dit que l'histoire se répétera toujours de la même manière? Il faudra bien qu'il y ait une rupture un jour. Cabral Libi, c'est un jeune qui a fait une rupture la plus grande depuis les années 60 en politique camerounaise. C'est-à-dire tout ce qui était candidat à la présidence, tout ce qui ambitionnait quelque chose passait d'abord par le RDPC. Oui. Et par le gouvernement, s'enrichissait plus ou moins licitement. Et lui, il est passé très loin de l'appareil. Il n'a jamais été là-bas. Bon. Et dire que ce type-là qui a cette ambition va échouer comme lui prévoir qu'il va échouer comme tous les autres, c'est vraiment le mépriser, presque le haïr. Cabral dit qu'elle est sénescente et que ça n'arrange pas les choses. Parfois, ça n'arrange pas les choses. Et c'est le lendemain d'ailleurs qui est aussi très important. Oui. J'ai encore écouté ce que Alice Ngom dit le lendemain. Elle dit deux choses qui sont très importantes. Premièrement, elle dit, elle part de l'insulte, quoi. Mais elle dit, très important, je peux vous envoyer des captures d'écran et puis des trucs. Je discute avec Cabral, j'ai déjà beaucoup discuté avec Cabral, je l'ai félicité ou bien je l'ai conseillé. Oui. Elle le félicite et le conseille en privé. Elle insulte en public. Je pense que la différence est de taille quand même. Oui. Alors que moi, mon fils, je le conseillerai en public, je le féliciterai en public. Et on le tirerait les oreilles en privé. Je dis, toi le con là, tu as fait des conneries. Qu'est-ce qu'il peut accepter comme homme politique qu'on lui dise qu'il est naïf et qu'il voulait seulement un strapontin? Évidemment, comme d'habitude, les deux camps se sont mis. La deuxième chose que Mme Ngom dit, elle dit, il est jeune, il m'a insulté. Eh bien moi, je sais beaucoup de jeunes qui vont l'attaquer. Je dis, mon regard, ça veut dire que je vais lâcher la base contre lui et puis il va voir ce qu'il va voir. Nous, lui, eux aussi vont employer les mêmes méthodes que lui. Et c'est un spectacle qui vous a profondément choqué? Ça m'a profondément choqué, d'autant plus qu'il se trouve que les deux personnes me sont très proches. Alice Ngom, c'est ma soeur. Je l'aime énormément. Cabral, il se trouve que, je peux vous montrer les photos là, le papa de Cabral et moi, on a été à l'école. On a été au séminaire. Derrière moi, il m'a amené voir son père qui est dans un état vraiment très très compliqué. Il a été guébé, il est malade. Mais j'étais tellement heureux d'aller voir Ngué Paul qui a été mon camarade, il était un peu mon aîné au séminaire. Et c'était un type qui était d'une énergie à couper le souffle. Un garçon, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de type. Et puis la brimade, nous à l'époque il y avait la brimade. Il nous brimait le sixième. Et le voir coucher là maintenant, même pas à parler, mais avec le sourire aux lèvres. Et je me dis, le Dieu l'a vraiment béni de faire en sorte que son fils soit là. Parce que si Cabral n'était pas là, Ngué Paul serait mort. D'accord. Et pour en revenir à la politique, et pour finir véritablement, il se trouve que le PCRN, le parti de Cabral Libi, a pour leitmotiv, nous sommes un parti de proposition. Ils ont décidé d'intégrer cela à leur mode de fonctionnement. Ils disent, nous ne nous opposons pas pour nous opposer. Nous faisons des propositions. Libre aux Camerounais maintenant d'évaluer quelle est notre tâche. Et c'est un bon sillon, c'est un bon canevas. Moi, je pense que c'est un très bon canevas. Est-ce que ce n'est pas la renonciation, dire que voilà, on ne peut rien faire d'autre? Vous savez, Achille Piat a certainement observé, vous les enfants, que tous les jours que j'apparais quelque part ou quand je fais une chronique, on me dit toujours que ouais, vous ne dites jamais rien pour le Cameroun. Au Cameroun, quand on dit vous ne dites jamais rien pour le Cameroun, ça veut dire vous n'insultez pas Biya. Moi, sur Boko Haram, j'ai fait écrire un livre par 15 écrivains de renom internationaux. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait. Pour lutter contre Boko Haram, pour soutenir l'armée camerounaise, pour soutenir le Cameroun. J'ai fait écrire un livre par 15 écrivains. Ah non, ça, c'est zéro. Je n'ai pas insulté Biya à dire que, ouais, il a les gens Boko Haram, c'est fait.
Sur le NOZO, j'ai fait des propositions, je les ai portées au plus haut niveau de l'État. Je leur ai dit, voilà ce que moi je pense. Dans la presse, je me suis répandu. Sur ce plateau, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais puisque je ne dis pas que Biya, Mosgo, ça veut dire que je n'ai jamais rien dit. Oui. Donc, je veux dire, à partir du moment où je suis dans cette logique que nous tous, nous sommes des aliénés. Nous tous, nous sommes dans la même barque. Il n'y a pas un qui connaît mieux que l'autre. Et est-ce que le troisième président, quand on voit les déboires de M. Kamto aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si les petits problèmes de sous avec son équipe, si les petits problèmes de leadership avec son équipe, il aurait fait mieux au pouvoir qu'un autre. Nous sommes dans une logique qui transcende l'individu pour frapper le groupe. Donc, dire que je fais des propositions et que si jamais les Camerounais comprennent un jour que les miennes sont bonnes, eh bien, va me dire, toi-même, viens donc les mettre en pratique. Et je trouve vraiment que si tous les partis politiques faisaient ça, et si le gouvernement qu'on avait comprenait que les ministres ne sont pas là pour 50 ans et venant tous en même temps. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'un gouvernement d'union nationale. Le Cameroun a déjà 300 partis, on en a encore légalisé 11 hier. Franchement, c'est pour rire, quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout cela. Ouais. La Chine en a un, c'est la première puissance au monde aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne se battent pas. Pour arriver au sommet de la Chine, il faut avoir tué 2 millions de personnes. Enfin, il y en a assez pour qu'on puisse tuer 2 millions sans qu'on s'en rende compte. Mais ils se battent comme des larrons. Mais le meilleur arrive au sommet. Les Africains, la démocratie, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique un jour ce que c'est que la démocratie du ciel. J'ai toujours demandé à tout le monde d'expliquer-moi la démocratie. Personne ne m'a jamais expliqué ce que c'est que ce salmigondi-là. Personne ne l'a jamais expliqué. Et encore moins pour l'Afrique. Et nous ne sommes pas capables de la mettre en pratique aujourd'hui parce qu'elle n'est pas adaptée à notre niveau de développement, à nos mentalités. Et c'est ce qui fait que chaque président se prend pour un roi parce que la société ne lui a pas fait comprendre que gars, sois là, mais s'il te plaît, travaille bien. Kagame qui serait un monarque lui aussi, je pense que apparemment on dit qu'il va faire des choses pour son pays. Et c'est ça qui compte. Les démocraties à la sénégalaise, je ne sais pas ce qu'elles ont donné de fondamental. Voilà. Merci beaucoup, Gaston Kelman, pour cette interview. On a été très heureux de vous revoir au Cameroun. Surtout, cela fait quelques années déjà. Non, ça ne fait pas des années. J'étais là au mois de... Je ne peux pas passer des années sans venir ici. Oui, je dis moi, depuis 2018. Oui, c'est vrai quand même. Ah non, 2010. 2018. La dernière fois. C'était en 2018. Voilà. C'est vrai que le fait qu'on était tout le temps on se parle tout le temps, mais on se voit assez rarement. On a été très heureux. Gaston Kelman, écrivain français d'origine camerounaise, oui. En espérant être français et camerounais très rapidement grâce à la double nationalité. Le débat sur la double nationalité est bien évidemment lancé. On vous remercie, Gaston Kelman. Merci beaucoup. Toutes nos interviews sont désormais